Donc j'invite tout le monde à prendre place. Donc merci à toutes et à tous de votre présence. Merci de prendre part à cette assemblée générale dans un format que je vais qualifier d'hybride, puisque pour vous ici c'est du présentiel et puis on a démultiplié dans nos agences, mais également pour les personnes qui ont demandé les codes d'accès, chacun peut le regarder de chez soi. Alors vous comprendrez, comme quelqu'un me disait tout à l'heure en arrivant, bienvenue au bal masqué. J'ai bien aimé l'expression, c'est pourquoi je me permets de la reprendre. C'est d'actualité, on aurait pensé que ça ne serait plus en vigueur, mais c'est encore en vigueur. Voilà. Alors il me tenait à cœur de faire cette assemblée aujourd'hui en mode présentiel, puisque l'an passé, notre assemblée générale, nous l'avions tenue un tout petit peu plus tard, le mois de juillet, et sous forme dématérialisée. Je dois vous dire que c'est jamais très agréable. Alors vous allez me dire, mais Président, habituellement, le CERF France Cantal avait par habitude de faire son assemblée générale plutôt mi-avril. Alors je vais vous dire oui, et nous sommes conscients du retard. C'est un retard que nous avons voulu, et pour deux raisons. La première raison, on avait fait le pari avec mon directeur, avec les membres du bureau, du conseil d'administration, que si on retardait, on avait bon espoir de pouvoir le faire en présentiel. Et j'ai presque envie de vous dire que finalement, nous avons bien fait d'avoir ces intentions-là, puisqu'au moins nous sommes en présentiel ce jour. Et puis la deuxième idée de le reculer, qui n'était pas la moindre, vous savez tous que cet après-midi, il y a une partie que je vais qualifier de festivité, avec l'événement « Ils ont écrit l'histoire ». Donc c'était aussi nous donner un tout petit peu plus de temps pour finir tout notre travail d'investigation, mais aussi pour permettre à une graphiste de travailler, à un imprimeur de sortir le livre. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que nous avons reculé. Alors je suis heureux de vous accueillir en présentiel et également pour les personnes qui sont à distance, donc les administrateurs, les adhérents clients, une partie de l'équipe de salariés qui sont au rendez-vous. Donc je vous remercie tous de votre présence. Je me permets aussi de dire comment je suis heureux que nous puissions exploiter toutes ces nouvelles technologies. Ça fait des années où le CERF France Cantal était conscient du besoin des visios, de dématérialiser, etc. Et avec la crise du Covid, cela nous a amenés à être encore plus réactifs, encore plus vifs, de façon à nous adapter très vite et d'être très vite opérationnels envers nos clients, envers nos adhérents, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture de service. Voilà, alors toutes ces technologies, on les met en pratique également aujourd'hui. Alors le programme de notre journée, donc ce matin, une assemblée générale ordinaire, va s'en suivre une petite assemblée générale extraordinaire, donc comme bon nombre d'associations cette année pour modifier 2-3 bricoles de façon à pouvoir faire certaines choses en visio. Donc voilà, l'assemblée générale ordinaire, 10h30, 11h30, c'est le créneau que nous nous sommes fixés, et puis l'AGE plutôt 11h30, 12h. Je me permets également, à ce stade de mon introduction, vous rappeler que statutairement, CERF France Cantal a des délégués de secteur qui ont été nommés ce printemps au travers des réunions de secteur qui se sont tenues à Mors, à Mauriac, à Rion, à Aurillac et puis à Saint-Flour. Et que ce sont bien les délégués de secteur ainsi que les membres du conseil d'administration qui sont habilités à s'exprimer et à voter. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole
à Olivier de façon à ce que nous puissions entamer nos travaux. Oui, excusez-moi Olivier, oui, je faisais deux petits oublis de taille. Donc la première, il nous faut nommer un secrétaire de séance. Donc je vais demander à Gilles Dalle de venir nous rejoindre pour assumer ce rôle-là. J'en profite pour demander, est-ce que parmi vous dans la salle, il y a des abstentions à ce que Gilles, qui est également un ancien administrateur, puisqu'il est tout frais, sorti du conseil il y a 1 an. Voilà, est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions à ce que Gilles exerce? Non. Je vous remercie pour la confiance que vous lui accordez. Il faut également nommer 2 scrutateurs. Donc je vais demander à Martine Anjalvi. Alors est-ce qu'elle est là, Martine? Oui. Si elle veut bien assumer ce rôle-là. Oui, donc pas d'objection. Et puis je vais demander, alors j'aime bien la parité, un homme, une femme, et puis je suis très attaché aussi un peu au secteur géographique. Alors une fois n'est pas coutume, vous allez être sur un secteur géographique assez proche, mais je vais demander à Stéphane Tessandier s'il veut bien accepter. Et il accepte également. Voilà, donc nous avons nos 2 scrutateurs de nommer, notre secrétaire de séance qui va travailler. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Olivier pour continuer la suite de notre assemblée. Merci Thierry, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter, si on est bien sur le bon diapo, le rapport d'activité 2020 de l'entreprise et de l'association. L'objectif n'est pas d'empiéter sur le rapport moral du président ni sur la présentation des comptes, donc je vais vous faire en bref l'activité de l'année. Donc nous en sommes actuellement à 3771 entreprises adhérentes qui se répartissent de la façon suivante: 3044 agriculteurs. Donc on continue une lente érosion du nombre d'agriculteurs. Ça, c'est dû au contexte économique, à la structuration des entreprises agricoles du Cantal qui grossissent de plus en plus. Mais en nombre d'adhérents agricoles, chaque année on en perd 5, 10. C'est à peu près le fil rouge qu'on a depuis maintenant une dizaine d'années. On continue notre développement sur les artisans commerçants, avec 672 artisans commerçants, et aussi une petite percée sur la profession libérale, sur laquelle on commence à travailler aussi sur des outils plus adaptés pour ces types de clients qui ont besoin d'un peu plus de numérique et de services en ligne. Sur l'activité 2020, on a eu quand même plus 116 entrées en agricole, 89 qui sont sorties. Donc on a un petit positif sur la partie agricole, donc 116 quand même. Donc c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on a quand même 116 clients qui nous ont rejoints cette année, qui sont devenus adhérents du CERF France. Donc par rapport à la crise Covid, on pouvait se dire qu'il y avait quand même beaucoup moins d'activité sur l'année. On a quand même eu une petite poussée, qui est plus que les dernières, on en avait 90. Sur les dossiers ACS, on a continué la progression, donc 76 dossiers cette année et 65 l'année dernière. Donc petit paradoxe, malgré la crise, on a eu finalement plus d'entrées au CERF France en tant qu'adhérent que l'année 2019. En solde positif, c'est plus 24 dossiers supplémentaires en tant qu'entreprise adhérente, donc 18 l'année dernière. Donc vous voyez, le paradoxe est quand même assez intéressant. Donc on a continué l'activité cette année, malgré la crise Covid au sein du CERF France. Un point sur les effectifs, donc on est entre 140 145 personnes, ça dépend des périodes, bien entendu, il y a des fois des CDD, des CDI, des entrées, des sorties. On est à 137 équivalents temps plein sur l'année 2020 et 143 personnes en effectifs salariés, avec forcément des temps partiels qui font la différence. Donc effectif stable, donc ça fait maintenant 2 ans qu'on stabilise les effectifs. Pendant quelques années, il y a eu une augmentation du nombre de personnes au CERF France, notamment pour mettre en place des postes de cadre et de postes de manager intermédiaires. Quand je suis arrivé en 2015, tout le monde était en production. Les directeurs d'agence avaient des dossiers, les experts comptables avaient beaucoup de dossiers. Donc on a réussi à mettre en place des postes, les directeurs de marché également. Donc on a mis en place des postes de façon à pouvoir structurer, manager, accompagner les équipes et aussi des responsables techniques. Donc on a recréé il y a 2 ans maintenant des responsables d'équipes comptables qui viennent en support des comptables avec des petites équipes de 10 à 12 personnes. Donc c'est des postes qui ne sont pas productifs, qui sont forcément là pour accompagner, mais qui nous permettent aussi des économies d'échelle et d'accompagner les collaborateurs pour qu'ils soient bien dans leur basket, qu'ils puissent faire leur travail correctement
correctement avec le soutien qu'ils méritent à leur poste et dans leur dossier tous les jours, et aussi pour aller chercher un peu plus de performance, de rentabilité, de qualité. Ça passe aussi par là, la rentabilité d'une entreprise. Une petite modification cette année, on a décidé sur l'agence de Rion-Esmontagne et de Mauriac d'avoir un seul directeur d'agence. Voilà, donc on a Philippe Sergent qui était arrivé en 2015, me semble-t-il également, qui a fait ses preuves sur Mauriac et qui maintenant maîtrise bien l'entreprise. Quand on monte une entreprise, il y a de la culture, il y a des méthodes, donc on a choisi de ne pas renouveler un poste sur Rion-Esmontagne, parce que c'était finalement des agences assez petites par rapport aux agences de 40 ou 37 personnes, comme on peut voir sur Aurillac-Saint-Flour. Donc on a décidé de mutualiser une seule personne, et on a mis en place aussi des supports. Donc il y a des gens qui font la gestion interne, qui ont pris des postes en interne, des responsables d'équipe comptable, de façon à ne pas multiplier le nombre de postes de cadres dans l'entreprise, et de pouvoir travailler quand même avec une proximité. Donc Philippe assure 2 jours par-ci, 2 jours par-là, mais en tout cas il est présent avec l'agence, et on a décidé de ne pas remplacer le poste de responsable d'agence qui était libre sur Rion-Esmontagne. Voilà. On est en réflexion sur le départ de Nivière, qui est un historique dans l'entreprise qui partira à la retraite en fin d'année, sur aussi des mutualisations peut-être sur Morse, peut-être avec un rapprochement d'Aurillac, donc c'est en discussion pour organiser au mieux l'entreprise, d'avoir la proximité, parce que les adhérents, il faut aussi qu'ils aient un référent sur place, avec quelqu'un qui assure de la présence pour les adhérents, mais aussi pour les collaborateurs. Donc voilà, effectif stable, et on continue à progresser sur le management, la gestion interne, les ressources humaines, tous les supports qui permettent aux équipes de travailler correctement au service des adhérents clients. Petite, alors grosse, enfin on va dire parenthèse sur le Covid, donc c'est une année un peu exceptionnelle, bien entendu. Je pense qu'on a tous vécu des choses à laquelle on ne s'attendait pas l'année dernière au mois de février. En tout cas, on a su répondre présent. Je remercie l'ensemble des collaborateurs du Cerfance qui ont été présents, qui n'ont pas lâché. C'est tombé en plein début de période fiscale, ou en tout cas c'était déjà bien entamé. Il a fallu faire du travail supplémentaire. On avait tous des contraintes personnelles assez importantes. Juste un petit chiffre, on avait 60% des collaborateurs qui avaient des enfants en âge d'avoir des arrêts garde d'enfants. On n'en a pas eu. On aurait pu avoir complètement l'entreprise sur des bases légales, de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Donc je tiens vraiment à remercier tous les collaborateurs qui ont fait montrer un professionnalisme vraiment extrême, de rester en poste, de travailler de chez eux pour suivre les dossiers, malgré des fois des cours aussi assurés pour les enfants. Parce que le plus compliqué c'était ça, c'était d'assurer l'école à la maison et en même temps de s'occuper des clients. Donc merci à ça, ça a permis de tenir l'activité du Cerfance et de ne pas flancher, d'être présent. Toute l'équipe de direction également, ça n'a pas été évident de manager quand on a l'habitude de manager en proximité avec des gens qui sont dans les bureaux. C'est pas facile de se retrouver à gérer au téléphone, par mail, à faire des petites chats, des petites réunions dématérialisées. Heureusement qu'on avait investi sur des salles de réunion, on avait déjà des outils informatiques qui permettaient de faire des réunions à distance et de travailler à distance. Donc on a pu profiter de tous ces événements et de ces outils qui étaient déjà en place pour acculturer certains qui refusaient de s'occuper de tout ça. Donc on a vraiment fait des tests importants qui ont permis de valider tout ce qu'on avait mis en place et de progresser sur l'utilisation des outils numériques. Merci également au conseil d'administration qui a su s'adapter aussi. Vous verrez sur le nombre de jours qu'on a fait cette année de réunions. Voilà, on a forcément eu un peu moins de frais de déplacement parce qu'on a fait aussi de la visio. Mais pareil, alors ça a eu des petits moments de rigolade aussi, parce que pour se connecter, pour que ça fonctionne, c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, tout le monde a joué le jeu. On a réussi à tenir nos conseils et nos bureaux avec la fréquence qui était déterminée en début d'année. Et on a fait, avec les représentants du personnel, avec le conseil d'administration, le bureau, l'équipe de direction, des réunions très fréquentes pour aussi piloter pendant la crise. Dans ces cas-là, il faut savoir communiquer beaucoup plus rapidement. Et on a réussi à tenir des réunions. Je vais prendre l'exemple du CSE. On s'est réunis pratiquement toutes les semaines, au moins un petit point d'une demi-heure, 1 heure avec le CSE, histoire de prendre des décisions tous ensemble et que ce soit bien compris par les collaborateurs. Et ça nous a permis de prendre les bonnes décisions et également de faire respecter les consignes par tout le monde. Et là, pour le coup, tous les salariés ont joué le jeu et les adhérents également. Donc merci à tous d'avoir joué le jeu parce qu'on a bien passé la crise au Cerfance Cantal. Donc là-dessus, petit paradoxe au niveau du Cerfance, donc ça nous a permis d'accélérer toute l'activité. On a même fait du rattrapage sur des choses qui étaient en retard sur 2019 avec des absences de collaborateurs qui étaient un peu longues, sur certains collaborateurs avec des maladies un peu lourdes. Donc j'en profite pour les saluer et leur souhaiter bon courage dans les épreuves qu'ils traversent. Mais en tout cas en 2019, avec moins de temps, on va le dire clairement, moins de temps sur les routes, plus de temps derrière les dossiers, même si on en passe un peu de temps en télétravail, mais les gens ils ont été aussi productifs à la maison qu'au travail, au bureau. Et on a rattrapé les dossiers qui étaient en retard sur 2019. On a fait de l'activité supplémentaire, on a fait notamment beaucoup de dossiers d'aide Covid, alors pour les artisans commerçants et pour les agriculteurs. Donc ça, c'est plus de 900 dossiers agricoles qui ont été traités et pas mal de dossiers aussi en artisans commerçants qui nous ont fait aussi, on verra dans les chiffres, aussi de l'activité supplémentaire là-dessus. Donc toute l'activité de production comptable, on verra dans les chiffres, c'est tenu avec le rattrapage. 1300 dossiers PAC, on continue aussi notre développement sur la partie dossier PAC.
On a continué aussi tous les travaux engagés sur le développement des services. Donc on a mis en place il y a 3 ans du conseil RH, donc ça continue à progresser, je laisserai Thierry en dire 2 mots. On a mis en place des prestations patrimoine prévoyance, donc on a fini des formations, on les a lancées là en 2021. Et on continue aussi sur les outils informatiques, donc ça nous tient à cœur parce que demain tout le monde sera dématérialisé, donc on est bien là-dessus, en train de travailler sur ça. Donc on parlera au niveau des alliances, Thierry en tire au château de mots, mais on a fait tout un travail important là-dessus pour présenter à nos clients les bons outils. On a les clients qu'on catégorise de boîte à chaussures, ils nous amènent les dossiers papier et on trouve de tout, donc ça, on sait bien faire. Le client digital, on a commencé à mettre en place des outils, notamment un outil qui s'appelle e-boutique, vous aurez bientôt de la communication autour de ça qui fonctionne très très bien pour tenir une caisse et faire de la vente et des points fidélité pour vos clients, des rendez-vous en ligne. Et on est en train de travailler sur des outils comptables pour faire vos notes de frais, votre gestion commerciale, etc., de façon à multiplier encore une fois les outils et à trouver la bonne solution pour vous tous sur la facturation, la banque, les achats, etc., etc. Donc un gros travail autour de ça. Voilà, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus. Je vais présenter maintenant, je vais laisser la parole à Fabienne Cornet, donc, notre expert comptable adjointe au directeur, qui sera accompagnée de Thierry Cassac, le site trésorier, pour présenter les comptes de l'année, où vous aurez les différents chiffres qui concernent les prestations de l'année. Donc, bonjour à tous. Je souhaite une bienvenue à tous à cette Assemblée Générale et je remercie tous les membres présents ainsi que tous nos partenaires élus, toujours fidèles à ce rendez-vous pour renforcer nos relations avec les adhérents. J'en profite aussi pour remercier également le Conseil d'administration pour le travail accompli cette année 2020 si particulière, due à une crise du Covid qui nous a amenés à travailler de façon si différente. Maintenant, je vais laisser la parole à Fabienne Cornet, notre expert comptable, qui va nous présenter les comptes. Et après, je peux reprendre la main pour vous présenter les investissements qui ont été faits en cours d'année 2020. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire la présentation des comptes de l'année 2020 de l'AGC. Donc, une première photo représentative, je dirais, de l'activité de l'année. Donc, un produit total de 7 400 000 €. Des fonds associatifs de l'ordre d'1 152 000 €, un résultat d'exercice négatif de 22 000 €, donc que je vous expliquerai tout au long de cette présentation, et une trésorerie de l'ordre de 2 244 000 € en hausse suite à la réalisation d'un emprunt bancaire en fin d'année. Donc pour revenir sur les chiffres principaux de l'activité, donc des prestations comptables qui ont augmenté liées essentiellement au développement du service paye. Je pense qu'on doit avoir, voilà. De l'ordre de 236 000 € à 305 000 €, puisque de nombreux clients font appel au service pour se rassurer sur ces obligations réglementaires, on va dire. Toute la partie mission comptable donc, qui augmente liée donc, au rattrapage de dossiers dont a parlé M. Durniac tout à l'heure, mais aussi à la politique tarifaire pratiquée par les décisions du conseil d'administration. Et ensuite, donc, tout ce qui est prestations de services juridiques annuels et optimisation fiscale. Une augmentation des prestations d'expertise spécialisée, donc avec du conseil RH qui se développe, qui a été de plus en plus présent cette année lié au Covid, avec des besoins pour nos adhérents d'être rassurés sur tout ce qui a été mis en place de chômage partiel notamment. Des prestations économiques et liées au métier, donc avec tout ce qui est le conseil économique ponctuel, la PAC en termes de réglementaire et une grosse partie de tout ce qui était fonds de solidarité des entreprises liées à la crise Covid où là, voilà, un chiffre d'affaires de l'ordre de 95 000 € a été facturé pour 900 dossiers traités en termes de demande d'aide. Et enfin, donc, les quelques prestations ponctuelles pour l'ordre de 2 500 €. Au niveau des charges, donc une année de charges qui ont diminué drastiquement, on va dire, hein, puisque l'effet Covid a fait que l'AGC a été prudente sur certains postes de charges, notamment tout ce qui a été entretien et réparation, hein, puisqu'on a limité les charges et renouvellement de certains matériels.
des charges amoindries au niveau de carburant, déplacement, frais de repas, journée d'entreprise. Donc on le retrouve au niveau de tout ce qui est déplacement-réception, puisque voilà, de nombreuses réunions ont été tenues en visio. Nous avons reçu nos adhérents en visio ou dans les locaux bien affectés à de la rencontre client et pas de déplacement chez les adhérents, ce qui existe toujours aujourd'hui dans le cadre des mesures sanitaires. Une diminution du poste information et communication liée à de nombreux événements annulés pour lesquels l'AGC participe. Moins de communication globalement, l'Assemblée générale en visio, pas d'assemblée de secteur sur l'automne notamment, à votre rencontre, et une baisse du poste intermédiaire et honoraire dans lequel on a des intervenants aux assemblées générales, des intervenants ponctuellement sur des formations, donc qui n'ont pu avoir lieu durant cette année 2020. A contrario, quelques postes ont quand même augmenté, notamment tout ce qui est affranchissement et postes, de l'ordre de 10 000 €, puisque la communication s'est plutôt fait via l'envoi de courrier, puisque nous ne pouvions pas vous rencontrer quotidiennement, et aussi des achats de petites fournitures liées à la crise, puisqu'il a fallu équiper nos salles, nos bureaux de plexiglas, les collaborateurs de masques, gel hydroalcoolique et tout ce qui est lié au Covid. Les charges de personnel, donc un des postes aussi importants pour l'AGC, donc qui augmente globalement de 200 et quelques mille €, lié essentiellement à l'intéressement annuel versé aux salariés, 224 000 €, et une baisse par contre de tout ce qui est autres charges de personnel, donc qui sont liées à la formation, puisque les salariés ont continué à être formés, mais via de la visio, donc pas de déplacement, pas d'hôtel, pas de repas, pas de budget équipe de rassemblement des salariés en fin d'année et pas de journée d'entreprise. Au niveau des indemnités administrateurs, donc une enveloppe respectée par rapport au vote qui avait été pratiqué et au budget alloué l'an passé, donc 28 000 €, un nombre de jours indemnisés légèrement inférieur, même si, comme vous l'a précisé M. Durniac, les conseils d'administration se sont tenus, les bureaux aussi, mais beaucoup de visio et moins de kilomètres parcourus, puisque du coup, chacun était derrière son ordinateur, donc avec moins de frais à prendre en charge. Donc tout ça, tout ce produit, ces charges nous amènent donc essentiellement à un critère important, c'est notre EBE. Donc EBE avant intéressement qui progresse de l'ordre de plus de 280 000 €, on va dire, donc représente aujourd'hui 9% du chiffre d'affaires, et un résultat d'exploitation avant toute la partie financière et exceptionnelle de l'ordre de 343 000 €, qui représente 4,6% du chiffre d'affaires. Notre résultat d'exercice donc, est de l'ordre de négatif de moins 22 000 €, essentiellement lié à un résultat exceptionnel ici de moins 121 000 €, donc qui s'explique par les actions qui sont détenues par le CER France Cantal dans l'entreprise CER France Perspective, donc qui a fait le choix de sortir des actifs de son bilan et qui du coup a entraîné au niveau de chaque CER France détenant des actions une dépréciation des actions détenues. Donc ça a généré une dépréciation globale de 107 000 €. Et après, donc, ce sont les escomptes et les intérêts d'emprunt qui génèrent ce résultat exceptionnel de moins 121 000 €. Et on retrouve ici donc, le fameux intéressement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Globalement, une CAF qui diminue de 12 000 € mais qui reste stable relativement à l'activité de l'année et au chiffre d'affaires réalisé, donc qui s'est établi à 306 000 € cette année contre 318 000 € l'année dernière. Et un bilan, donc bien sûr équilibré, comme il va de soi, avec globalement des créances et des dettes qui restent stables et qui se stabilisent globalement du plus et du moins autour de 20 000 €. Une trésorerie qui progresse ici de 580 000 €, mais avec un emprunt globalement ici de 200 000 € qui a été réalisé pour faire face aux investissements qui sont prévus dans les 2 années à venir. Voilà, sans toucher à la trésorerie que l'on a aujourd'hui par rapport aux acomptes clients. Et après, une petite hausse ici au niveau des stocks qui représente donc tous les travaux en cours sur les dossiers actuels.
Je vais donc laisser Thierry Carsac conclure sur les parties investissement. Donc juste un dernier mot. Hein. Donc malgré une année, je dirais 2020, qui a été très marquée par le Covid et pour l'activité du CERF France, voilà, globalement, ça n'a pas été ralenti. Les salariés et je dirais le conseil d'administration a su faire face à cette crise et on a été amené à développer des nouvelles prestations et notamment tout ce qui était fonds de solidarité. Merci. Donc, merci Fabienne pour ta présentation des comptes, toujours aussi précise. Et si vous avez des questions, tu pourras répondre. Donc, moi, je vais vous parler principalement des investissements réalisés cette année. On a investi sur un logiciel de développement informatique pour 99 000 €. L'entretien des bâtiments, 5 500 €, c'est des petits travaux que l'on a fait. Et une voiture C3 pour 11 900 €. Du matériel de bureau et visio pour 81 000 €. Et du matériel serveur informatique pour 38 000 €. Après, pour finir, je voudrais remercier l'ensemble du personnel de notre association qui ont su s'adapter au télétravail et ont réalisé la production afin d'atteindre les objectifs annuels et permettre au CERF France de dégager des résultats qui ont été présentés. Et je voudrais particulièrement aussi remercier l'encadrement, Fabienne, Simone, on se reconnaît, Simone Villemont, Evelyne Bruel et Stéphanie Magne. Et Fanny Magne, et j'oublie une personne, et Jacques Malraux qui suit nos conseils d'administration. Je vous remercie tous et vraiment, on peut applaudir le personnel parce qu'ils l'ont mérité. Je vous remercie. Donc on va appeler Monsieur Boyer, notre commissaire aux comptes, pour la lecture de son rapport. Bien, bonjour mesdames et messieurs. Tant pis. Je vais devoir vous lire un premier rapport sur les comptes qui viennent de vous être exposés. Un premier paragraphe concerne l'opinion. En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association de gestion et de comptabilité du Cantal relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à la date d'arrêté dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Fondement de l'opinion, nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Indépendance. Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport et notamment, nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Justification des appréciations. En application des dispositions des articles L823.9 et R823.7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée si avant nous n'avons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres. Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. Je n'ai terminé avec le rapport sur les comptes. Je vais à présent vous lire le rapport spécial sur les conventions réglementées. Mesdames, Messieurs,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présenterons notre rapport sur les conventions réglementées. Il nous appartient de vous communiquer sur la base des informations qui nous ont été données les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous aurions été avisés et que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R612.6 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. Donc, en application de l'article R612.7 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions mentionnées à l'article L612.5 du Code de commerce qui ont été passées au cours de l'exercice. Une seule convention, les frais administrateurs pour l'année 2020, le poste comptable s'élève à 25 210 €. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Boyer, pour vos rapports. À cet instant, il me revient de saluer et de remercier donc Thierry Carsac en sa qualité de trésorier, Fabienne, adjointe à la direction, pour la présentation qui a été faite, et puis notre directeur. Donc, avec ma qualité de président, je vais vous faire la lecture du rapport moral et d'orientation. Donc, il me revient de dresser un bilan moral et d'orientation de notre association de gestion et de comptabilité. Je tiens tout d'abord à revenir sur cette année 2020 qui a été particulière. Personne n'était vraiment préparé à ce qui nous est tombé dessus en début d'année 2020. Cette crise sanitaire, qui n'est toujours pas finie, a fait beaucoup de dégâts dans les familles et dans les entreprises. Je suis fier de pouvoir dire que le CERF France Cantal a su réagir et s'adapter pour assurer ses missions. Je suis très fier du personnel de l'entreprise qui est resté mobilisé et qui n'a pas fait défaut malgré des contraintes personnelles parfois très fortes. Je ne reviendrai pas, Olivier vous a cité tout à l'heure l'exemple de personnel qui avait des enfants où quelquefois il fallait au même moment travailler un dossier et puis avoir un œil sur des enfants. On conçoit que ça n'a pas été toujours très facile et très évident. Je remercie également les représentants du personnel qui ont joué un rôle majeur en relation avec la direction pour organiser l'entreprise. Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure dans le mot d'accueil, l'association s'est organisée dès les premiers jours de la crise pour garder les portes des agences ouvertes à ses adhérents clients et pour continuer de les accompagner sur l'ensemble des missions habituelles et encore plus, notamment pour les mesures de soutien aux entreprises. Je suis également fier d'avoir vu les adhérents clients s'adapter également de leur côté pour nous fournir les informations nécessaires à la réalisation de nos missions, pour respecter les mesures sanitaires mises en place face au risque viral, mais également permettre l'avancée des dossiers dans des temps corrects. J'ai une pensée particulière pour le rôle de chef d'entreprise, car dans la tempête, ce n'est pas facile. Je salue tous les entrepreneurs cantaliens qui ont su gérer au mieux cette crise. Et puis, je suis fier de notre réseau de partenaires qui a été présent à nos côtés pour trouver les meilleures solutions face aux contraintes et interrogations que nous avons dû affronter. Ces relations ont été très précieuses pour essayer de mobiliser au mieux tous les dispositifs d'aide mis en place pour aider les entreprises au plus fort de la crise et dans l'incertitude. Tous ensemble, nous avons réussi à passer les moments les plus intenses de la crise sans heurts et sans tension. Merci à tous. Il nous tarde quand même de sortir totalement de cette crise. Arrêtons le bal masqué, j'y reviens une deuxième fois, et de pouvoir retrouver un peu de liberté dans nos relations personnelles et professionnelles.
Face à la crise, le CERF France a accéléré la mise en place d'outils et de méthodes dématérialisées en interne et avec ses adhérents clients. Et le CERF France a accompagné ses salariés, ses adhérents clients, pour appréhender, se former et utiliser ces outils. Le CERF France, quant à elle, a finalisé la mise en place d'un accord de télétravail dont les prémices des discussions étaient engagées depuis 2019. Le télétravail forcé, imposé, a été l'occasion de tester en conditions réelles et de finaliser les discussions entre les salariés et la direction. Cet accord sera un atout pour les futurs recrutements, les nouvelles générations et la fidélisation des salariés. Ainsi, le CERF France Cantal a fini d'aménager des bureaux et des salles dédiées et adaptées aux rendez-vous clients, avec de l'espace pour travailler et des écrans pour partager les informations. Le CERF France Cantal a surtout essayé et réussi à garder la proximité avec ses adhérents clients, malgré les contraintes sanitaires. Il est encore aujourd'hui difficile d'ouvrir complètement les vannes pour repartir sur les routes et faire des réunions en présentiel, car le risque viral est encore présent. J'en veux pour preuve, j'ai ouï dire de la direction où un cas contact a été détecté. Voilà, donc je tiens à rassurer tout le monde, les personnes ont été testées et tout va bien. Donc il ne serait pas raisonnable de ne pas tirer de bonnes leçons de cette expérience. Moins de temps des salariés sur les routes, c'est plus de temps passé sur les dossiers, plus de temps pour accompagner nos adhérents et des délais meilleurs pour clôturer nos missions. Comme ont pu vous le faire remarquer Thierry et puis Fabienne tout à l'heure, ce sont aussi des économies qui offrent des possibilités d'investissement, puisque moins de frais, donc d'investissement supplémentaires au service de nos clients. Nous verrons dans un moment que nous avons de gros investissements à faire dans les prochaines années et qu'il nous faut gérer nos dépenses au mieux pour ne pas augmenter de façon importante nos tarifs. Néanmoins, il reste important que les comptables et les conseillers CERF France continuent de se déplacer chez les clients pour bien les connaître, eux, leurs entreprises, et les accompagner au mieux. Formulons le vœu d'optimiser les investissements matériels et humains faits pendant la crise pour continuer d'organiser des réunions dématérialisées. Donc en 2020, nous avons continué de développer nos services, notamment le conseil ressources humaines mis en place il y a 3 ans, continue de progresser. Nos adhérents, nos clients emploient de plus en plus de salariés et nous avons des clients qui nous rejoignent pour la paye, le conseil RH. Cet axe de développement de prestations est un élément important qui répond aux besoins croissants des structures clientes sur les aspects paye, social, RH. Les structures grossissent, passent en société et elles emploient des salariés. Nous avons également, en 2020, fini de former des collaborateurs et préparer des prestations nouvelles sur le patrimoine, la prévoyance, la retraite. Je félicite ceux qui ont relevé le challenge et qui ont passé avec réussite ces certifications-là. Alors, je sais qu'elles sont présentes dans la salle et je tiens à les remercier du fond du cœur. Nos adhérents clients ont leurs entreprises à faire tourner et nous les accompagnons avec réussite depuis toujours sur les aspects comptables, juridiques, fiscaux, sociaux, patrimoniaux de l'entreprise. Mais nos adhérents sont aussi des personnes physiques qui ont besoin d'optimiser leurs revenus globaux, leur fiscalité personnelle, en préparant au mieux leur retraite par exemple. Ils ont aussi besoin de sécuriser leurs revenus et leur patrimoine en gérant leur prévoyance. Ainsi, nous avons lancé début 2021 des prestations retraite et prévoyance pour répondre encore mieux à ces problématiques. En 2020, nous avons également commencé à former des conseillers sur les aspects environnementaux dans le monde agricole. Les bilans carbone et certification HVE, haute valorisation environnementale, sont au cœur des dispositifs fiscaux et de la prochaine PAC.
Le CERF France Cantal, dans un souci de conseil, doit maîtriser ces sujets afin de continuer à bien conseiller ses adhérents clients sur nos métiers de base que sont la comptabilité, la fiscalité et la gestion. De plus, nous le savons tous, l'environnement est également un sujet sociétal d'actualité qui oriente des choix politiques, financiers et dont nous devons absolument nous emparer. Pour faire ce travail, nous travaillons avec nos partenaires agricoles pour se répartir au mieux les missions en cumulant nos expertises communes au service de l'agriculture cantalienne. Enfin, en 2020, nous avons fini la révision de notre schéma directeur informatique et avons commencé à planter les graines de notre futur outil et méthode. En 2019, le CERF France Cantal a entamé une revue globale de ses outils informatiques. Depuis la comptabilité informatisée du début des années 80, l'outil informatique a pris une place croissante dans les cabinets comptables. Aujourd'hui, c'est dans toutes les entreprises que l'informatique s'impose, que ce soit pour la gestion commerciale, la facturation, la gestion des plannings de production, la communication avec les fournisseurs, les clients, la comptabilité, j'en oublie très certainement, et jusqu'aux objets connectés professionnels. L'informatique est partout et personne ne pourra y échapper. C'est aussi une révolution culturelle avec des générations qui arrivent, d'autres qui partent. Pour celles qui arrivent à la tête des entreprises, qui sont connectées depuis tout petit, qui n'ont pas peur de l'informatique et qui passent d'un logiciel à un autre sans effort. Regardons nos enfants, nos petits-enfants pour certains, ils font ça comme nous, de notre temps, on faisait d'autres activités. Il nous faut prendre ce virage et en faire un atout. D'ici 5 ans, toutes les factures seront obligatoirement dématérialisées en émission comme en réception. Alors ce sujet-là, je ne vais pas le développer. J'en profite à ce moment-là pour accueillir donc notre président national, Hervé Demal, et je lui laisserai le soin tout à l'heure, suite à mon rapport, de venir à la tribune pour nous le développer. L'intelligence artificielle permet déjà d'automatiser certaines tâches qui nécessitaient l'intervention humaine. Nous utiliserons tous de plus en plus d'objets connectés qui vont produire de la donnée intéressante pour générer nos entreprises et nos vies. Le CERF France Cantal a donc choisi d'investir dans ces outils. Certes, mais il a choisi d'investir encore plus dans des humains qui vont accompagner les adhérents, les clients, pour choisir, installer et paramétrer les outils informatiques. Nous avons donc créé de nouveaux métiers qui sont au croisement de la comptabilité et de l'informatique et nous commençons à déployer ces nouveaux services, outils et méthodes chez les adhérents clients. Nous avons également parallèlement investi dans des outils de business intelligence qui nous permettent d'exploiter plus rapidement et en plus grand volume nos données avec l'ambition à terme de pouvoir fournir à nos adhérents des solutions accessibles 24 heures sur 24 et en ligne. Ces travaux autour du système d'information au service des clients et des collaborateurs se fait avec nos partenaires du GIE, Unigestion, dont son partenaire le CERF France Haute-Loire et puis le CERF France Puy-de-Dôme Avenir, ainsi que l'Alliance Massif Centrale avec le CERF France Lozère et le CERF France Terre d'Allier, mais également aussi le Conseil national CERF France. Donc à cet instant, je me permets de saluer mes collègues présidents qui pour la plupart ont fait le choix, puisque venir à Aurillac, ça relève pour certains d'un périple et c'est long en temps et en kilomètres, donc ils nous suivent tous en forme dématérialisée et en vision. Donc je tiens à les saluer. Je salue également les directeurs et leurs équipes. J'en profite aussi pour saluer les jeunes directeurs. Alors jeunes, non pas forcément par leur âge, mais dans leur fonction, notamment le directeur de CERF France Terre d'Allier, François Gouny, qui est arrivé l'an passé au plein moment de la crise Covid, et puis le nouveau directeur du CERF France Haute-Loire,
Alors, nous n'avons pas perdu de vue que le Cerfin Haute-Loire a changé de directeur il y a 4-5 ans, et puis celui-ci est parti et un autre vient d'arriver, donc en la personne de Pierre-Yves Comby. Donc ces deux directeurs amènent de la fraîcheur et un nouveau dynamisme dans nos alliances, avec de leur part un réel état d'esprit fédératif et de partage que nous avons tous constaté, que j'apprécie particulièrement. Donc nous avons des challenges, comme vous l'avez compris, importants à relever, ce rapidement. Pour ce faire, il nous faudra être ambitieux, optimistes, agiles et coordonnés pour les réussir. Donc j'en arrive à la conclusion de mon rapport. Il y a un moment aussi particulier pour moi, car comme vous le savez pour la plupart tous, j'ai annoncé mon départ de la présidence il y a maintenant 2 ans, et l'heure est tout naturellement arrivée. Donc je suis candidat à mon renouvellement pour le conseil d'administration, mais je peux d'emblée vous dire que je ne me représenterai pas pour la place de président lors du conseil électif qui va suivre dans quelques jours cette assemblée générale. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai énormément donné pour le Cerfin Cantal depuis 12 ans, donc je m'amusais un de ces jours à faire le calcul. Ces 50 trimestres entamés, pas tous finis, mais entamés, que je suis président. C'est une mission chronophage qui n'est pas évidente à mener de front avec une vie professionnelle et une vie de famille. Alors, permettez-moi de mettre un brin de côté pour un instant mon impudeur habituelle, mais il me tient à cœur d'en profiter pour remercier mon épouse Laetitia, qui a été plus qu'un pilier pour moi pendant toutes ces années. Je remercie également mon père pour son aide précieuse, et je salue mes enfants qui ont été compréhensifs, parfois patients, d'autres moins patients, à certains moments. Je me remercie à l'occasion toutes les personnes qui m'ont aidé, de près, de loin, et accompagné dans mes mandats. Les élus du conseil d'administration actuel, anciens, les directeurs successifs du Cerfin Cantal et les partenaires qui ont permis de piloter au mieux l'entreprise. Nous avons contribué à continuer de développer l'association et ses services. J'en profite pour vous dire que ça a été un travail collectif qui a nécessité l'implication de tous dans l'entreprise, chacun dans ses missions et avec ses compétences. Merci à tous. Il est donc venu pour moi le moment de laisser la place à une nouvelle équipe qui a pris le temps de se préparer, de se former, de rentrer notamment la dernière année plus en profondeur dans les dossiers. Je reste à leur demande dans l'équipe pour aider la relève à prendre leurs fonctions, les réassurer, les accompagner. Je les connais, je sais qu'ils sont totalement investis dans leur mission et qu'ils sont prêts. Je suis confiant pour l'avenir et je vous demande de leur faire confiance également. Afin de les aider dans leurs tâches, j'ai souhaité réaliser un travail de fond sur l'histoire du CERFRANS. Nous avons réalisé ce travail avec mon vice-président actuel, Raphaël Bruel, avec qui, durant 12 ans, nous avons travaillé ensemble et nous avons su nous apprécier mutuellement. Raphaël était à un certain moment trésorier, il est devenu par la suite vice-président. Et pour mener à bien ce travail long, périlleux d'investigation, nous avons également embarqué dans l'aventure notre assistante de direction, Isabelle Perral, à qui on doit remercier tout le travail qui vous sera présenté cet après-midi, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc ça a été un long travail d'interview, de recherche dans les archives, de mise en forme de toutes ces données, de documents et photos. C'est aussi des rencontres que nous avons organisées, notamment avec les anciens présidents, anciens directeurs. Le résultat final dresse l'histoire de notre association et met en lumière sa culture et ses valeurs. Il met également en lumière les hommes et les femmes qui ont su relever les défis qui se présentaient à eux pour développer
et assurer la survie de notre entreprise au service de ses adhérents. Les valeurs qui ont fait la force de l'association depuis le début de l'implication des élus et du personnel doivent continuer à faire progresser l'entreprise et ses services. C'est donc cette histoire que nous vous raconterons cet après-midi à partir de 13h30, si on arrive à tenir tout le timing. Je vous invite fortement à ne pas louper ça. Bien évidemment, c'est un petit œil dans le rétro, et je n'ai jamais vu qu'on pilotait une voiture par le rétro. On la pilote bien au travers d'un pare-brise, mais il est quelque part important pour les jeunes générations de savoir d'où on vient pour quelquefois décider d'où on veut aller. Donc je remercie tous ceux et celles qui ont travaillé à mes côtés durant toutes mes années de présidence et ceux qui m'ont fait confiance. Certes, ça n'a pas toujours été simple. Je suis content de mon passage à la présidence du Cerfens Cantal. Je suis également content des rencontres que j'ai pu faire tout au long de mon mandat et qui m'ont aidé dans mes initiatives et dans mes choix afin de relever les challenges et de réussir certains défis. Et tout naturellement, du chemin reste encore à parcourir pour ceux qui prennent le relais. Donc je vais passer la présidence l'esprit libre et fier du travail accompli. Je vous remercie de votre attention et puis je vais demander à Hervé Demal de venir me succéder à la tribune pour nous donner la vision du réseau. Merci à tous. Alors, j'ai un petit réglage à faire. Merci Thierry de me laisser la parole. Je suis très heureux de participer à votre Assemblée générale en réponse à l'invitation du président Thierry. C'est toujours un moment important dans notre modèle associatif pour faire le point d'étape avec les adhérents, avec la présentation des comptes annuels, le rapport d'activité et le rapport moral du président, qui, comme on vient de le voir, parle des orientations à venir. Alors, je vais me présenter. Je suis le président du Conseil national. Pour cela, il faut d'abord être président d'une AGC du réseau Cerfrance. La mienne, c'est affiché à l'écran, s'appelle Cerfrance Picardie Nord-de-Seine. Cette AGC, dont je suis adhérent, rayonne sur les départements de la Somme, de l'Oise et du Val d'Oise. Alors, je suis agriculteur dans la Somme, à 35 km d'Amiens, producteur de pommes de terre pour la purée mousseline, je fais un peu de publicité, les frites McCain et la rate du Touquet. Je cultive aussi des pois de conserve, des haricots verts pour Bonduel, des betteraves sucrières et du blé. Je suis associé d'une CUMA quasiment intégrale et je travaille avec mes 2 gendres. Voilà, vous savez un peu mieux à qui vous avez affaire. Votre président en a parlé. Nous avons un sujet important en ce moment qui est travaillé collectivement au niveau du Conseil national avec l'appui de compétences issues des AGC du réseau. Il s'agit de ce que l'on appelle la facture électronique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? La facture électronique, à mon sens, va être le déclencheur de la transformation digitale des entreprises, le passage obligatoire dans le monde du numérique. Alors, ce sujet paraît au premier abord technique et opérationnel. En réalité, c'est une obligation réglementaire qui va avoir des conséquences et des impacts considérables sur nos métiers et sur nos habitudes de travail dans nos AGC et dans notre relation avec les adhérents. C'est pour cette raison qu'avec le bureau du Conseil national, j'ai voulu dans un premier temps amener la réflexion au niveau stratégique et politique avec tous les présidents et tous les directeurs des 57 AGC du réseau Cerfrance, afin que nous ayons une vision claire sur les enjeux et les conséquences de cette obligation qui traite un sujet sensible dans notre réseau, celui des données, de la data
et de l'utilisation qui pourra en être faite par la suite. Aujourd'hui, pour nos AGC, le sujet consiste à rester au cœur de la gestion des flux entrants et sortants de nos clients afin de pouvoir alimenter nos chaînes de production comptable et conseil. Il s'agit en l'espèce de modifier le processus de cheminement des factures et des documents utiles entre un vendeur et un acheteur. Nous allons devoir transformer l'envoi des pièces et documents réalisés aujourd'hui par courrier postal, scan, par mail, par EDI, en factures et documents au format électronique, un format normé bien sûr, disponible sur une plateforme nationale certifiée. Nous en avons déjà un petit avant-goût avec, par exemple, les factures des opérateurs téléphoniques qui ne nous envoient plus du tout de papier. Et on se demande à chaque fois que le comptable vient, où elle est cette fichue facture. Personnellement, je trouve que nous avons là une formidable opportunité d'avancer dans la digitalisation. Nos AGC vont devoir elles-mêmes, comme toutes les autres entreprises, se mettre en capacité de pouvoir recevoir et émettre leurs propres factures avec cette nouvelle configuration dès 2023. Nous devons trouver, derrière cette obligation, une plus-value sur le conseil et l'accompagnement apporté à notre client adhérent, en imaginant de nouvelles offres de services, en étant plus proactifs, en accompagnant nos collaborateurs dans l'évolution de leur métier et leur rapport avec le client final. Vous connaissez l'importance que nous accordons à la proximité dans la relation avec le client et nous devons répondre à ces enjeux pour renforcer cette relation de confiance qui est entretenue par les 13 500 collaborateurs du réseau Serre France, répartis dans les 700 agences portant la marque Serre France installées sur le territoire national. Je vais vous dire un mot maintenant, mais Thierry en avait parlé, sur le calendrier de cette obligation réglementaire. À compter du 1er janvier 2023, c'est-à-dire dans à peine un an et demi, toutes les entreprises devront accepter des factures au format électronique et progressivement, elles devront aussi les émettre sous la forme électronique selon la taille de l'entreprise entre 2023 et 2025. Ces factures, donc, et les données essentielles qu'elles contiennent devront également être transmises à l'administration fiscale pour contrôle et prédéclaration de TVA. En effet, derrière cette réforme, il y a d'abord la volonté de l'État de lutter contre la fraude en général, contre la fraude à la TVA en particulier, d'accentuer aussi la lutte anti-blanchiment avec quelques avantages pour les entreprises en termes de délai de paiement et de diminution du temps administratif. Au niveau du réseau, nous réfléchissons à proposer une solution de facturation électronique pour nos clients adhérents avec une porte d'entrée qui pourrait être le portail client, comme celui de Serre France Connect, qui est utilisé par quasiment tous les Serre France et que vous devez connaître. Nous travaillons cet été sur le modèle qui nous paraîtra le plus approprié au regard des différents volets opérationnels, fonctionnels et économiques. En parallèle, chaque AGC Serre France devra proposer à ses collaborateurs et à ses adhérents de les accompagner dans la conduite du changement appliqué à la mise en place de cette facture électronique. Maintenant, juste quelques mots sur un autre travail réalisé avec le réseau au niveau national depuis mars 2020. Il s'agit de l'élaboration de notre raison d'être, qui a comme phrase d'introduction et comme ambition d'inspirer les acteurs de nos territoires. Les engagements et les preuves de cette raison d'être restent à finaliser pour cet automne avant de pouvoir communiquer officiellement la raison d'être du réseau Serre France. Cette raison d'être précise le cadre dans lequel pourront s'inscrire nos projets d'entreprise, les orientations et les actions réalisées par les AGC du réseau, en prenant en considération
toutes les parties prenantes que sont les clients adhérents, les collaborateurs et les partenaires. Notre réseau a aussi une devise, une baseline, comme on dit, depuis de nombreuses années, qui dit « entreprendre ensemble ». Cette devise nous incite à réfléchir sur la meilleure manière de mutualiser nos compétences, de partager nos moyens, nos expériences et de défendre les intérêts de l'ensemble de nos adhérents avec la force de notre collectif développé par les entreprises associatives que sont nos AGC du réseau Serre France, AGC pilotés par les administrateurs élus qui représentent les adhérents comme vous venez ou comme vous allez le faire tout à l'heure. Le Serre France Cantal est en ordre de marche avec un binôme président et directeur à l'écoute qui a su tenir la barre pendant cette période compliquée de pandémie. Je voudrais féliciter le directeur Olivier Durniac et l'ensemble des collaborateurs du Serre France Cantal pour leur travail au quotidien durant cette période de restrictions sans précédent. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier chaleureusement Thierry Valette pour son action pendant son temps de présidence qui arrive maintenant à son terme. Action qui a permis, avec le concours de votre conseil d'administration, de poursuivre le développement de Serre France Cantal, développement toujours indispensable pour maintenir et adapter le niveau des compétences nécessaires pour répondre aux demandes des clients. Pour parler un peu de toi, Thierry, je pense tout d'abord à évoquer ta fidélité à l'ancrage territorial que tu as démontré pour ton Serre France. Président apprécié de cette AGC pendant plus de 10 années, tu l'auras marqué de ton empreinte. Je peux témoigner du fait que tu as été un président très actif pour ton Serre France, mais également pour le réseau Serre France dans son ensemble. En tant qu'adhérent, tu as toujours été un homme de terrain, connaisseur de toutes les facettes de tes responsabilités et des subtilités de ton environnement local. Avec les autres élus et collaborateurs du Conseil national, nous avons souvent eu l'occasion de venir voir votre Serre France, de prendre l'avion pour Aurillac et d'entendre parler du Cantal et de ses actions sur le territoire. Pour l'ensemble du réseau, je tenais à ce que tu sois remercié pour cette implication permanente dont nous avons profité, aussi bien au niveau du national que de la région. Ce serait trop long de citer toutes tes actions, mais je peux quand même souligner que tu as été aussi président pendant de nombreuses années au niveau Serre France régional de l'Alliance Massif Central. À cette occasion, tu mettais en avant de nombreux enjeux à traiter en région, comme la formation pour les élus et la formation pour les adhérents, ou encore le souci de prendre en compte les économies interdépendantes des départements pour vos adhérents. Il y a eu aussi ton investissement au niveau du Conseil national. L'actualité est encore récente à ce sujet, puisque tu es un membre éminent d'une de nos commissions régaliennes, la commission gouvernance. Nous évoquions encore ensemble, il y a quelques semaines, des sujets relatifs à l'actualité de notre réseau. Je pense à la réforme de notre règlement intérieur ou aux questions de territorialité. Sur tous les sujets de gouvernance, tu as beaucoup aidé pendant de nombreuses années à moderniser le rôle de nos structures et des acteurs de notre réseau. Et nous t'en sommes très reconnaissants. Enfin, te remercier également pour ta capacité à prévoir la suite dans la gouvernance de ton AGC, en envoyant notamment à Paris des administrateurs en formation dirigée et réussir, formation permettant de bien comprendre le fonctionnement des AGC, le rôle et les responsabilités des élus dans le fonctionnement des Serre France, et que je recommande. J'ai grande confiance dans votre conseil d'administration qui saura préparer l'avenir de Serre France Cantal. Il faudra continuer de s'adapter et d'être créatif pour satisfaire les adhérents. Votre AGC est une très belle illustration de la manière dont l'ensemble de vos collaborateurs et de vos élus parviennent à mettre en avant la marque Serre France. Et pour cela, mon cher Thierry, je tenais à nouveau à te remercier, à te féliciter pour tout le travail entrepris à la tête du Serre France Cantal. Et je voudrais t'applaudir.
Merci Hervé, je suis très touché de vos témoignages. Donc, permettez-moi Hervé, nous avons un tout petit peu été frustrés en tant qu'Antaliens. Vous nous avez mis en avant quelque part votre plateau repas avec les haricots pour Banduel, avec les frites, avec la purée mousseline. Et je me dis que dans notre département, puisque nous devons tous être quelque part commerciaux de ce que nous faisons chez nous, donc je vais laisser Sandrine vous remettre le cadeau de bienvenue dans le département et qui ne sont autres que des produits locaux, de façon à ce que vous refassiez et que vous appréciez la culture et la gastronomie cantalienne. Merci Hervé. Bien, après ce petit moment de distraction et de sympathie envers Hervé, je me dois maintenant d'engager donc le processus de renouvellement des administrateurs. Donc, je vous rappelle, nous renouvelons un tiers du conseil d'administration tous les ans. Ce sont donc les administrateurs actuels et puis les délégués de secteur qui vont voter. Donc, je demande déjà aux deux scrutateurs de se préparer. Qui est-ce qui les accompagne ? C'est Camille qui les accompagne. Donc, je vous laisse rejoindre l'urne. Donc Stéphane et puis Martine. Voilà, donc vous voyez donc d'afficher la carte du Cantal avec les administrateurs qui représentent tout le territoire cantalien. Donc en paraissent en rouge les personnes qui sont renouvelables. Pardon, oui, excusez-moi. J'en profite aussi à ce moment-là pour dire que pour composer notre conseil d'administration, nous avons aussi 3 membres donc, qui sont nommés par les membres fondateurs. Donc je vais citer Chantal Cor, puisque honneur aux femmes qui représentent la Chambre d'agriculture. Je vais citer André Prat qui représente la Fédé donc en remplacement de Géraud Fruquière, donc qui nous a rejoints et qui s'est très vite investi et très vite impliqué dans notre conseil d'administration. Et on ne peut que féliciter et remercier André. J'ai particulièrement bien apprécié ton implication. Félicitations et merci. Et puis, nous avons également un représentant des jeunes agriculteurs en la personne de Julien Lafont. Alors, à cet instant, je vais me permettre de revenir un peu sur les jeunes agriculteurs, puisque il y a 2 ans, mon intervention n'avait pas été appréciée lorsque j'avais un peu pointé du doigt leur absence. Et puis, depuis, les choses ont très agréablement pour nous tous évolué. Donc, Julien Lafont est assidu, il est présent. Nous avons aussi au même moment renouvelé un de nos anciens administrateurs qui est ce jour à la tribune, qui est Gilles Dalle. Et puis Gilles, à ce moment-là, m'avait dit « Mais tu sais, à côté de chez moi, il y a un jeune qui vient de s'installer. Il est hors cadre familial et honnêtement, il tient la route. Tu devrais aller le chercher. » C'est bien ces propos-là que tu m'avais tenus, Gilles. Donc, c'est ainsi que j'ai pris attache et contact avec Ludovic Chastan, qui a accepté de devenir membre du conseil d'administration élu. Et puis, nous avons un autre poste réservé, dédié. C'est le travail en partenariat avec la Fédération départementale d'écumas. Alors, je sais, ils sont pas là aujourd'hui. Je tiens à les excuser. J'ai eu ce matin en roulant encore Éric Lafont, qui était navré de ne pouvoir être là, mais ce jour, il y a l'Assemblée générale de la FR régionale et qui est dans le département, qui est à Resentières. Donc, bien évidemment, ils ne peuvent pas se dédoubler, mais ils vont faire en sorte d'essayer d'au moins un être là, présent cet après-midi. Et donc, pour représenter la Fédération des Cumas, c'est Sébastien Apcher. Donc, quand on regarde de très près, sur l'année 2020, ce sont 3 jeunes qui nous ont rejoints. Ludovic Chastan en tant qu'élu au conseil d'administration,
Sébastien Abché, nommé par la Fédé d'Écumin, et puis Julien Lafont, nommé par le syndicat Jeunes Agriculteurs. Donc je pense que ça a été un fait positif pour eux, quelque part, d'être présents à 3. Ils se sentent peut-être moins seuls, moins isolés. Et de ce fait, ils sont assidus à nos conseils, ils participent, et je tiens à les remercier et à les saluer. Et puis, également, donc, tout à l'heure, Olivier le faisait apparaître, on a 2 personnes qui, au courant de l'année, ont renoncé à leur mandat, donc Philippe Anjalvi et puis Christophe Baduel, tout simplement par manque de temps. Puisqu'à un certain moment, il faut être présent, il faut suivre. On en manque un, on en manque 2, et puis tout à coup, ça devient difficile de rattraper. Donc voilà, ces personnes ont fait le choix, et on peut les comprendre. Nous avons tous des entreprises à faire vivre, et il faut aussi se consacrer à ces entreprises. Et à certains moments, on n'a pas du temps à offrir à des associations. Donc, la liste des administrateurs sortant cette année, revenez, Olivier, s'il vous plaît. Donc, sont Sandrine Barbeau, Raphaël Bruel, Jean-Marc Delbos, Emmanuel Magne, et puis moi-même. Et puis, les 2 autres postes donc, vont rester vacants, puisque, comme je vous l'ai expliqué l'an passé, comme je vous le redis cette année, il y a un travail conséquent qui est mené sur la gouvernance de l'association. Alors je pourrais appeler Sandrine venir en parler à la tribune, mais on est déjà court dans le temps, donc on ne va pas prendre ce risque-là au risque d'être après hors timing. Donc le conseil d'administration a pris le choix à l'unanimité, puisque ça a été voté, de dire il y a 2 postes, on les laisse vacants. Les 5 personnes donc, qui sont sortantes sont toutes les 5 candidates. Et je vais donc laisser les scrutateurs faire leur travail pour l'élection. Ah oui, quelque chose de très judicieux de Gilles. Gilles me fait remarquer, dans l'enveloppe qui vous a été remise, il y a effectivement les bulletins pour l'élection au renouvellement du conseil d'administration, et après les bulletins de vote pour l'Assemblée générale extraordinaire. Donc là, dans l'urne, vous mettez seulement le bulletin de vote. Donc je vous demande d'être vigilants tous les 3 à ce travail-là. Donc, le temps que le vote est en cours, je vais donc vous présenter donc les résolutions. Donc, la première résolution qui est l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée. C'est moi qui fais, c'est vous qui faites, Olivier ? Allez, je suis lancé. Donc, l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2020. L'Assemblée générale plénière ordinaire est amenée à approuver le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2020. Ce dernier est à disposition des adhérents au siège de l'association. Il a été relu, validé, signé par les administrateurs, le secrétaire de séance de l'an passé, les scrutateurs de l'Assemblée générale 2020. Il a ensuite été déposé en préfecture. La deuxième résolution, c'est l'Assemblée générale plénière ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité, du rapport financier, du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve tels qu'ils ont été présentés les comptes annuels arrêtés à cette date pour un résultat fiscal d'exercice de moins 22 256 €. La troisième résolution, approbation des conventions réglementées. Suite au rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées prévues à l'article L612-5 du Code du commerce et après information qu'au cours de l'exercice 2020, aucune nouvelle convention réglementée n'a été contractualisée par l'association Serre France Cantal, l'Assemblée générale plénière ordinaire
approuve les conventions réglementées en place. La 4e résolution, l'Assemblée générale plénière ordinaire donne quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre des opérations réalisées durant l'exercice 2020. La 5e résolution, approbation de la dotation annuelle d'indemnisation des administrateurs. L'Assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d'administration, fixe le montant global de la dotation d'indemnisation journalière des membres du Conseil d'administration 30 000 € pour l'année 2021 sur la base de 139,50 € brut la journée si pas de recours en service de remplacement. 139,50 € net la journée si recours en service de remplacement sur présentation du facture. 6e résolution, approbation du montant de la cotisation annuelle. L'Assemblée générale plénière ordinaire, sur proposition du Conseil d'administration, fixe le montant de la cotisation annuelle 2021 sur la base de 50 €. Je rappellerai que cette cotisation annuelle n'a pas augmenté depuis des années. Donc, la 7e résolution, c'est l'approbation de la liste des candidats au poste d'administrateur. Conformément aux dispositions statutaires à son article 13, le Conseil d'administration se renouvelle par tiers tous les ans. La liste des candidats au poste est la suivante, dont Sandrine Barbeau, Raphaël Bruel, Jean-Marc Delbos, Emmanuel Magne et puis Thierry Valette. Voilà, et puis la 8e résolution, c'est l'approbation des résultats des élections. Donc, on va attendre que le dépouillement ait lieu pour vous donner le résultat. Afin de gagner du temps, je vous demande si vous seriez d'accord pour approuver toutes ces résolutions en bloc et en main levée. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre le fait de les approuver en bloc? Donc, pas de personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Non. Et ma deuxième demande, est-ce que vous êtes tous OK pour voter les résolutions à main levée? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Donc, peut-être ce qui serait bien pour meubler le temps que le résultat des élections nous revienne et que je puisse finir la 8e et puis après la 9e résolution, on pourrait meubler le temps puisque c'est aussi ça une assemblée générale avec peut-être des questions. Est-ce que parmi vous, certaines personnes ont des questions? Alors j'ai cru comprendre tout à l'heure que Gilles, tu avais une question. Donc c'est le moment pour toi de poser la question. Je crois qu'elle est destinée à Hervé qui va se faire un plaisir de te répondre. Oui, bonjour à tous. Bon, je suis toujours à la une pour poser des questions. C'est de mon tempérament. La première est toujours la plus difficile, donc c'est bien que quelqu'un se lance, Gilles. Donc moi, j'en profite aujourd'hui par rapport à la présidence du réseau. La présidence du réseau, c'est quand même notre représentativité au sein de toute la France et de toutes les activités agricoles. Aujourd'hui, on est en pleine négociation PAC. On a des résultats d'analyse, on a des résultats d'ici, on a des résultats de là. Et je vois que les négociations à la PAC, je ne sais pas si elles ont été, entre guillemets, ciblées contre les uns ou contre les autres. Est-ce que vraiment les chiffres de notre agriculture, de son ensemble, est vraiment passé au sein des mains des politiques? Merci. Alors peut-être sur cette question, Hervé va répondre pour partie, et puis peut-être Patrick, tu pourrais compléter, si tu le veux bien, cette question. Je vais t'amener le micro. Allez-y, Hervé. Oui, en fait, elle m'était peut-être pas destinée en réalité. Ceci dit, oui, les négociations PAC, c'est toujours un moment très important pour le monde agricole. Alors en tant que Conseil national Réseau Serre France, je veux dire, on n'est pas sollicité directement et on ne participe pas à ces négociations, vous en doutez.
Cependant, on a des relations régulières, je vais dire, avec les instances nationales, que ce soit au niveau des syndicats, enfin du syndicat majoritaire, et des différentes organisations, que ce soit COP de France ou autres, qui nous permettent justement d'évoquer ces sujets qui sont véritablement très importants pour une grosse partie de la clientèle du réseau Serre France, puisque c'est quand même encore le milieu agricole qui est prépondérant en nombre de clients au niveau de notre clientèle. Alors là, le sujet, effectivement, je vais dire, quand on discute avec la commission qui s'intéresse au sujet au niveau de la FNSEA, pour être clair, ça permet d'échanger et de partager sur un certain nombre de points de vue. Alors, ces négociations, effectivement, sont européennes, donc avec des enjeux et puis des contradictions. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui se contredisent. Et puis, il faut faire un consensus. Donc, un consensus, c'est toujours quelque chose de compliqué. Forcément, ça satisfait rarement tout le monde, même jamais. Mais bon, voilà, moi j'entends des commentaires, j'ai une opinion personnelle là-dessus, mais je vais dire ça n'intéresse pas forcément l'assistance. Voilà, donc je réponds pas à la question en fait, personnellement, mais voilà ce que je peux dire par rapport au sujet que vous évoquez. Oui, je garde le masque ou... Oui. Vous entendez avec le masque? Oui, bouffée d'oxygène, oui. Oui, Patrick Escure, président de la Chambre d'agriculture du Cantal. On ne va pas faire un débat, sinon, sur la PAC, là, il faudrait un bon moment pour en parler. Effectivement, à chaque fois, ça a des conséquences sur les 6 années qui viennent pour nos agricultures. Et pour l'agriculture du Cantal, qui est basée quasi exclusivement sur l'élevage, même si nous avons de l'horticulture et du maraîchage, c'est un enjeu à chaque fois qui est particulièrement important. Donc, en tant que président de chambre d'agriculture, je n'ai pas non plus un rôle syndical, mais malgré tout, en tant que président de chambre d'agriculture, je sais déjà les enjeux que ça peut avoir pour les choix et les annonces faites par le ministre de l'Agriculture. Donc l'enjeu et les conséquences que ça aura sur les exploitations du département du Cantal. Car si on veut, pour simplifier, sur l'ICHN, donc la compensation de handicap naturel, qui pour nous est particulièrement importante, donc il n'y aura pas de conséquences. Je pense que l'enveloppe va être identique pour les 6 années qui viennent, à moins que le ministre change d'avis lorsqu'il va envoyer au mois de juillet son premier projet à Bruxelles. Mais en tout cas, aujourd'hui, les annonces qu'il a déjà faites sur l'ICHN, il n'y a pas de changement. Donc l'enveloppe est maintenue. Ensuite, il y a la convergence, donc c'est l'aide à l'hectare, les DPB. Donc sur la convergence, il projetait de faire... Aujourd'hui, 70% du chemin est fait pour que tout le monde ait la même aide à l'hectare. L'objectif de Bruxelles, c'est 100%, et donc le ministre proposait de faire 85% du chemin, donc entre 70 et 100, de faire la moitié du chemin, et qu'ensuite, dans une prochaine négociation PAC, il se fasse le reste du chemin. Ensuite, là où il y a plus de problèmes, et nous, dans le Cantal, ça va être... déjà, on sait qu'on va perdre de l'argent là-dessus. C'est que, comme tous les agriculteurs européens, il y a 2% de baisse de budget du fait des départs donc du Royaume-Uni et donc du Brexit. Mais en plus, donc, le ministre a décidé d'enlever un peu plus de 100 millions d'euros sur l'enveloppe couplée. Donc l'enveloppe couplée, elle va aux bovins viande, aux vaches allaitantes, elle va aux vaches laitières, elle va aux ovins et aux caprins. Donc c'est une enveloppe d'1 milliard. Il y avait déjà
une aide qui allait au maraîchage, il y avait déjà une aide qui allait aux protéines, mais le ministre décide donc de prendre 100 millions de plus pour créer une aide supplémentaire aux protéines. Donc il va y avoir 100 millions de moins. Ça veut dire que sur les vaches allaitantes, il y a 80 millions de moins. Sur le lait, il y a 20 millions de moins. Et sur ovins et caprins, donc il y a quelques millions d'euros de moins. Donc déjà, ça, on sait que c'est perdu. Et puis ensuite, il se crée avec l'enveloppe allaitante et l'enveloppe laitière une aide à l'UGB. Et tout ça, c'est en discussion extrêmement forte. Parce que lorsqu'on est dans le département du Cantal, l'aide à la vache allaitante et l'aide à la vache laitière, on sait combien il rentrait dans le département du Cantal. Lorsqu'on crée une aide à l'UGB, on sait qu'il y a beaucoup plus d'UGB en plaine qu'en montagne. Donc le diviseur devient extrêmement fort. Et donc à partir de là, ça devient très compliqué pour que des départements comme les nôtres retrouvent le même niveau financier. Après, ce qui fait aussi notre revenu, ce sont les charges. On voit qu'aujourd'hui, en France, quels que soient les sujets, toutes les charges sont en hausse. Et donc, à partir de là, la question qui reste après, c'est est-ce que nous aurons la capacité à répercuter la hausse des charges et la baisse que nous aurons sur les aides sur les prix de nos produits. Voilà, je ne rentre pas dans le débat, mais les questions sont posées. Merci Patrick pour cet éclaircissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite sur la PAC, donc c'est un sujet forcément qu'on suit de très très près avec nos partenaires agricoles. On a fait déjà 2 visioconférences sur ces thématiques-là, donc une qu'on a fait avec la Chambre d'agriculture en commun, histoire d'avoir les aspects techniques, les aspects financiers, de pouvoir travailler sur ces sujets-là. C'est des sujets complexes et on en a refait une la semaine dernière avec nos partenaires de l'Alliance Messie Centrale de façon à bien suivre le sujet et essayer de maximiser les chances d'optimiser les aides tout simplement, donc de commencer à faire des virages pour certaines exploitations dès maintenant. C'est aussi les sujets PAC avec l'environnement, HVE, bilan carbone, donc on doit travailler aussi en commun parce qu'il faut qu'on soit tous sur le sujet pour ne pas louper les opportunités et il y a des virages à prendre dès maintenant. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il n'y a pas encore assez de monde, à mon sens, encore, qui s'inscrivent à ces réunions. Les réunions physiques, c'est difficile. On voit que les gens n'ont pas forcément le temps. Mais suivez les visioconférences qu'on organise parce que c'est hyper important de se mettre à jour de ces sujets. On sait qu'on a des comptables et des conseillers qui sont très proches de leurs adhérents et qui répondent à leurs questions. Et pour le coup, tous nos collaborateurs suivent ces visioconférences. Mais suivez-les aussi parce qu'il y aura aussi des choix de faire en tant que chef d'entreprise et les conseillers ne peuvent pas tout faire pour vous. Donc n'hésitez pas à les suivre et à vous inscrire. On n'a pas encore les résultats. Non, mais il faut prendre une autre question. Qui c'est qui se dévoue pour une autre question? Si vous mettez la page, j'ai vu, par exemple, les modifications. C'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Enfin, il est parti dans la Donc Emmanuel a une question. Oui, bonjour à tous. J'ai juste une question à notre président. S'il s'inquiète à notre pyramide des âges des agriculteurs. S'inquiéter, je veux dire, ouais, c'est un constat, c'est la démographie agricole qui est comme ça. Alors, forcément, je veux dire, dans le fonctionnement de nos AGC, ça a des répercussions. Hein. C'est une tendance lourde depuis des dizaines d'années qu'on ne remplace pas le nombre de départs par le nombre d'installés. Donc ça, c'est une problématique. Ceci dit, dans le réseau Serre-France, et je pense que c'est le cas également dans le Cantal, tout est mis en œuvre pour faire en sorte que les installations soient les plus nombreuses possibles, suivies sur un projet accompagné, avec tous les aspects qui tournent autour de la cession, transmission et l'installation, hein, donc qui sont juridiquement, financièrement, économiquement, et même au niveau du patrimoine, parce que quand il y a une cession d'entreprise, une transmission, si ça se passe dans le cadre familial, il y a aussi une équité à avoir avec les autres frères et sœurs de celui ou celle qui reprend. Donc c'est un gros sujet qui se prépare minimum 5 ans d'avance, quoi, cette affaire-là, et pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors,
certainement qu'ici, comme ailleurs, je veux dire, il y a de plus en plus d'installations hors cadre familial sur des projets qui deviennent, que l'on qualifie d'atypiques, avec des projets, comment dire, dans certains secteurs même d'agriculture urbaine, par exemple, ou des projets très spécialisés que l'on ne voyait pas auparavant, sur des petites surfaces avec une recherche de valeur ajoutée. Donc là aussi, ça veut dire qu'il faut accompagner, se préparer, être formé, que nos conseillers puissent suivre vraiment dans le détail tous les aspects de cette installation pour faire en sorte que ça se développe et que ça soit encore demain des agriculteurs productifs. Voilà, je crois qu'on a réussi à combler le temps manquant. Voilà, alors pendant ce temps, moi j'ai récupéré le résultat des élections, donc 34 bulletins exprimés. Ont obtenu Sandrine Barbeau 34 suffrages, Raphaël Pruel 32, Jean-Marc Delbos 34, Emmanuel Magne 31 et moi-même 18. Et puis Martine Ange-Alvy, un scrutin, enfin un vote. Voilà, donc nous sommes tous élus ou réélus. Donc à cet instant, je vais vous demander d'approuver les résolutions donc d'un bloc et puis à main levée. Donc est-ce que vous approuvez toutes les résolutions que je vous ai présentées tout à l'heure? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent? Non. Qui s'abstiennent? Non plus. Donc je vous remercie pour cette confiance. Donc à cet instant précis, l'Assemblée générale ordinaire est close. Et puis nous allons maintenant ouvrir l'Assemblée générale extraordinaire. Donc je vais laisser Olivier peut-être un... Garder un scrutateur, les mêmes... Alors oui, scrutateur et secrétaire, si vous n'y êtes pas opposé, on prend les mêmes et on recommence. Ça va nous gagner un tout petit peu de temps puisque on devrait avoir terminé et on a une petite demi-heure de retard. Donc il faut qu'on essaye de gagner un tout petit peu de temps. Allez, je vais essayer de rattraper un peu le retard. Donc, Assemblée générale extraordinaire sur les modifications statutaires. Donc, deux modifications, donc bien sûr entendu, qui ont été présentées en conseil d'administration, travaillées en bureau, votées en conseil d'administration. Une première qui est sur la possibilité de tenir des assemblées générales, des conseils, des bureaux autrement qu'en présentiel. Nos statuts ne permettaient pas, en tout cas, c'était pas explicitement indiqué, qu'on pouvait faire des réunions autrement que par des lettres papier qui sont envoyés pour la convocation et autrement que par des moyens de réunion physique. Donc on a voulu adapter ça de façon à se mettre dans les clous, comme en effet Thierry le précisait. Beaucoup d'associations ou d'autres entreprises ont dû se mettre à jour dans leur statut. Et une deuxième petite modification sur la composition du bureau, notamment sur le nombre de vice-présidents, où c'est pas toujours simple de désigner 2 vice-présidents dans un bureau. Donc l'idée c'est de se laisser la marge d'avoir 1 ou 2 vice-présidents et d'adapter les statuts juste sur cette partie-là. Alors, la première, donc, comme je vous ai dit, il y a eu des ordonnances qui ont été faites l'année dernière pour permettre aux associations de faire des moyens dématérialisés sur les délibérations, les assemblées générales, etc. Mais ces ordonnances se sont arrêtées au mois d'avril. Donc on doit mettre à jour les statuts pour pouvoir le faire maintenant de façon légale en dehors de ces ordonnances. Et c'était aussi également des orientations. Donc on a travaillé il y a 2 ans sur la gouvernance. Donc on a un peu stoppé ces travaux-là en 2020 à cause du coronavirus parce qu'on ne peut pas le faire en dématérialisation, travailler sur les statuts, la gouvernance, les commissions, les comités. C'était pas possible. D'où aussi les 2 postes vacants. L'idée c'était de ne pas se précipiter pour trouver des gens, sachant qu'on voulait les rencontrer, les mettre dans les commissions et faire monter des gens. Donc il y avait aussi cette volonté d'aller un peu plus sur des travaux de gouvernance, de pilotage de l'entreprise et de l'association avec des modes dématérialisés. Et on avait déjà acté avant le coronavirus de faire des bureaux tous les jeudis soirs, tous les 15 jours, d'1 heure, d'1 heure et demie. Bon, on déborde un peu souvent, mais en tout cas, ça permet de se voir plus régulièrement et d'avancer et de préparer encore mieux nos conseils d'administration et les différentes échéances. Alors, je vais vous faire grâce de la lecture de tout, sauf s'il y a vraiment une opposition de voir lire tous les statuts. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter vraiment les grandes lignes de ces modifications statutaires. Donc, on en a profité pour mettre à jour, c'était marqué délégué, donc on a bien précisé délégué de secteur. On a précisé qu'on devait faire en présentiel ou en mode dématérialisé. La convocation qui était par lettre simple ou par tout moyen dématérialisé garantissant la parfaite information des personnes convoquées.
Ensuite, c'est que des petites modifications, délégués de secteur, donc on a précisé, ça ne changeait pas, hein, c'est l'histoire des quorums, etc. Ça n'a pas changé. Donc la première idée, c'est mode dématérialisé pour convoquer et mode dématérialisé pour tenir une assemblée générale, un bureau, un conseil, etc. etc. La deuxième partie, donc sur l'Assemblée générale ordinaire, c'est les délibérations sont prises au choix du président en assemblée, en présentiel ou dématérialisé. Donc c'est bien une décision, alors bureau, président, bien entendu, de convoquer soit en dématérialisé, soit en présentiel. C'est toujours la majorité simple. Ou via une consultation, alors soit en présenté, les membres présents représentés, ou par une consultation qui peut être soit en papier, soit dématérialisée. Donc on s'est donné la possibilité de pouvoir envoyer à un moment une petite note avec un vote à distance. On vous l'envoie, vous la retournez signée et ça permet de voter. Je vois Hervé, on le fait souvent au Conseil national, ça arrive souvent. Et le mode dématérialisé, de pouvoir le faire via des moyens qui sont adaptés. Ce qu'on précise juste après, c'est que les moyens utilisés pour tenir des assemblées en mode dématérialisé doivent répondre à des caractéristiques techniques permettant la participation et la retransmission continue. On ne peut pas avoir des coupures, soit etc. Ce n'est pas des bonnes manières de travailler. Et simultanées des débats. Et doivent également permettre d'identifier clairement les personnes participantes. Voilà, il faut qu'on soit sûr et certain que les personnes qui votent et qui participent soient forcément des administrateurs ou des délégués de secteur ou des gens qui correspondent pour le bureau ou l'Assemblée générale ou le conseil d'administration. De plus, les moyens dématérialisés utilisés pour permettre d'exprimer les voix des participants doivent répondre à des caractéristiques techniques permettant de comptabiliser les votes sans ambiguïté. Et en cas de vote à bulletin secret, donc ça peut arriver aussi, les moyens dématérialisés devront permettre aussi d'assurer la confidentialité de ce vote. Voilà. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, il y a des moyens. On l'a fait notamment sur les votes du CSE, on l'a fait en ligne, sauf que c'est des prestations à 3, 4, 5 000 euros, donc on va éviter. Il y a des moyens plus simples de le faire, mais si un jour on doit faire une vote dématérialisée avec bulletin secret, il faudra qu'on se donne les moyens aussi d'avoir les bons outils. Donc ça, c'est pour l'Assemblée générale ordinaire. Donc vous voyez, hein, c'est la convocation dématérialisée ou pas, c'est la lettre ou un courrier électronique, mais en tout cas de façon à se garantir que les gens ont bien reçu la convocation, que tout le monde a eu bien la bonne information. C'est après de pouvoir voter avec des moyens dématérialisés ou avec une consultation papier. Et c'est d'avoir des moyens qui garantissent bien ces moyens de... On sait qui est là, on sait qui vote, on a bien la retransmission des débats, on peut bien communiquer pendant l'Assemblée générale ou l'Assemblée générale extraordinaire. Donc voilà les idées qui sont insérées dans les statuts. Idem assemblée de secteur, idem assemblée générale extraordinaire, idem conseil d'administration, idem bureau. Donc dans les statuts, il y a plus ou moins de précision sur ça. Donc on va intégrer les mêmes notions de convocation, de tenue des débats, de vote. Voilà, je pourrais vous les présenter une par une. Donc ça, c'est l'assemblée générale extraordinaire. Je vous propose de ne pas les passer parce qu'on va retrouver exactement les mêmes textes qui sont précisés dans les statuts. Si ça va à tout le monde. OK. Donc du coup, je vous propose de voter cette première résolution. Qui est tout simplement l'Assemblée générale extraordinaire décide d'adopter les modifications apportées au statut de l'association de gestion et de comptabilité, Serre France Cantal, telles que présentées concernant la possibilité de tenir l'Assemblée générale des conseils d'administration, des bureaux, autrement qu'en présentiel. Alors, si vous ne voyez pas d'inconvénient, on va le faire à bras levés. Ça va nous gagner du temps. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Des personnes qui sont contre? OK, je vous remercie. Donc, c'est un vote à l'unanimité. Alors, j'en profite pour rappeler que lorsque c'est une AGE, la règle, c'est 3/5 pour que ce soit valide. C'est ça, exactement. Deuxième résolution. Donc, on n'a pas tout voulu voter d'un bloc, parce que c'est quand même des statuts à changer, donc on a voulu préciser, même si c'est quand même assez anodin. La deuxième, c'est la composition du bureau. Donc là, on retrouve le texte des statuts. Le bureau est composé au maximum de 7 membres, un président. C'était marqué 2 vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, 2 membres autres que ceux précisés juste au-dessus. On a rajouté 1 ou 2 vice-présidents. On s'est donné la possibilité, c'est des débats qu'on a déjà eus, parce que c'est pas toujours simple de composer un bureau avec 2 vice-présidents. Donc on s'est donné la possibilité de faire 1 ou 2. Et ça, c'est encore une fois, c'est le président, la présidente qui propose le bureau une fois qu'ils sont élus président. Donc on s'est laissé cette marge de manœuvre. Forcément, ça change l'avant-dernière ligne qui est 2 ou 3 autres membres. S'il y a 2 vice-présidents, il n'y a que 2 membres. S'il n'y en a qu'un vice-président, c'est 3 autres membres dans le bureau. Et on a rajouté la possibilité d'avoir 1 ou des stagiaires au bureau qui ont voix consultative. Ce qu'on avait fait en test, je vois Aurélien et Cyril qui étaient rentrés au bureau comme administrateur stagiaire. C'était pas précis dans les statuts, bien entendu, on avait couvert ça avec une décision de conseil d'administration, mais au moins comme ça c'est marqué, c'est ouvert dans les statuts. Et on voit bien que pour rentrer au conseil d'administration, c'est mieux de passer par stagiaire. Pour rentrer au bureau, c'est mieux de passer par stagiaire. Ça permet d'appréhender. Et puis après,
Après, on ne s'est pas donné de délai, on n'a pas été jusqu'à dire faut 6 mois, faut 1 an, faut 2 ans. Il y a des gens qui vont plus vite que d'autres, il y a des sujets plus complexes que d'autres. Donc on s'est donné cette possibilité. Et je rappelle juste... Je me permets de vous arrêter, Olivier, j'ai fait un petit oubli tout à l'heure. On n'a pas parlé des administrateurs stagiaires, donc à ce jour, nous n'avons plus d'administrateurs stagiaires, puisque les 2 derniers, c'était Pauline Herbemont et Frédéric Sêtre, qui ont été élus l'an passé. Donc nous sommes à la recherche d'administrateurs stagiaires. Sans vous en dévoiler plus, nous avons une candidature féminine voilà, qui va être visitée durant l'été par la nouvelle équipe qui va être élue. Mais nous sommes encore à la recherche de d'âmes bienveillantes pouvant donner du temps. Voilà, c'était juste un petit message. Excusez-moi, Olivier. Pas de souci, c'est important. Donc, je rappelle juste, pour être membre du bureau, forcément, il faut être administrateur élu au conseil d'administration. Ça va de soi, mais on a préféré le repréciser. C'était déjà marqué dans les statuts. Voilà, je vous propose de voter une deuxième résolution qui est que l'Assemblée générale extraordinaire décide d'adopter les modifications apportées au statut de l'association de gestion de comptabilité Serre France Cantal, telles que présentées concernant la composition du bureau. Donc, même exercice. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ? Des gens qui s'abstiennent. Donc c'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Dernière résolution, qui est une résolution de forme, mais qui est essentielle, c'est que l'Assemblée générale extraordinaire donne pouvoir au porteur d'une copie, donc c'est souvent moi, Isabelle, le président, pour amener le procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de démarche administrative afférente aux résolutions ci-dessus adoptées, modification statutaire, dit dépôt en préfecture, etc., publicité légale. Donc c'est juste nous donner le pouvoir de pouvoir le faire à la place de l'Assemblée générale extraordinaire, parce qu'on ne va pas tous y aller. Donc pareil, même question, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent. Donc forcément, tout le monde est d'accord et je vous remercie de votre confiance. Donc à ce moment précis, il me revient de clôturer notre Assemblée générale extraordinaire. Pour ce faire, je vais demander à mes 2 vice-présidents de venir à mes côtés. Olivier aussi. Donc c'est pour moi un moment important. Donc voilà, c'est aussi la façon pour moi de passer le témoin, de passer le flambeau, puisque je considère que à partir de ce moment, je ne suis plus président. Si dans les faits, ça sera lundi soir. Voilà, donc c'est aussi un passage de témoin. Je tiens à remercier donc chaleureusement mes 2 vice-présidents, ma vice-présidente, mon vice-président, donc je n'y reviendrai pas. Et puis je vais aussi me permettre d'égrener quelques noms avec qui j'ai pris plaisir à diriger donc l'entreprise pendant 12 ans, donc notamment des anciens membres du bureau. J'ai une pensée particulière pour Gérard Malroux, Raphaël s'en rappelle. J'ai également une pensée pour Marie-Noël Catalan. Et puis pour d'autres membres du conseil d'administration, donc je veux citer Marie-Paul Bénet, Marie-Paul Cussac, je veux également citer Roger Dalle, je veux également citer Jean-Pierre Ménial, Éric Lafont, Bertrand Serre, enfin bon, on va, Ginette Bex. Je vais peut-être pas continuer la liste à l'après-vert, mais c'est important pour moi de remettre ces personnes un peu sous les projecteurs, malgré qu'elles ne soient pas là ce matin, mais ça me tenait à cœur. Et puis, je veux aussi faire état des bons rapports que j'ai pu avoir avec Patrick Escure, tantôt président du syndicalisme, aujourd'hui président de la Chambre d'agriculture. Je veux aussi remercier Nicolas Cussac, président des JA en son temps. Voilà, alors, partant de là, je vous remercie tous et toutes. Et puis, merci à vous tous. Merci Olivier de m'avoir accompagné. Alors oui, j'ai oublié de citer les 3 directeurs qui m'ont accompagné, donc Éric Minier, Denis Laporte et puis Olivier.
Donc, merci pour votre implication, de m'avoir accompagné. Et puis, je crois qu'ensemble, avec vous trois, cet après-midi, à un certain moment, on va parler du binôme président-directeur. Mais je peux dire et je peux affirmer qu'avec vous trois, il n'y a pas eu défaut de vision et il n'y avait pas une cale entre nous. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Et puis, je vais vous demander de gentiment rejoindre l'espace des Carmes. La mienne ou celle de Raphaël, évidemment, nous aurions tant à dire pour te remercier, pour te féliciter, pour saluer tes 12 ans d'implication. Ce serait... ça prendrait quand même du temps parce qu'enfin, très sincèrement, merci beaucoup pour tout ce passage et particulièrement moi qui suis avec toi, avec Raphaël depuis quelques années, un peu plus intensément, je dois dire. Et merci pour tout ce que tu nous laisses. Et voilà, je pense que je ne m'éterniserai pas là tant ça serait long parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Je veux, avec Raphaël et tout le conseil d'administration, on voulait surtout profiter de l'instant rare aujourd'hui d'avoir une personne ici présente qui a importé grandement durant ton mandat parce que pendant que tu étais au four, elle était au moulin. Et nous aimerions vraiment faire un geste petit à Laetitia Valette, si tu voulais bien venir nous rejoindre. Si. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais je pense que... Et nous pensons tous et nous sommes tous extrêmement conscients au conseil d'administration, ainsi que certainement tous les directeurs, tous ceux qui ont travaillé avec Thierry, que sans ton implication, il n'aura pas pu avoir autant d'implication pour Serre France. Donc, tout à fait modestement, nous voulions t'offrir ce petit présent au nom du Conseil. C'est une médaille que tu aurais méritée, mais voilà, je sais que tu as la main verte et que tu vas en prendre grand soin. Voilà Laetitia. Un petit mot vraiment. Peut-être Thierry parlera pour toi, je ne sais pas. Mais il y a des gens de la lumière et des gens de l'ombre, mais certainement d'une importance essentielle. Voilà, merci encore à toi. Je précise que Thierry n'a rien à voir là-dedans, Laetitia, pour pas qu'il se fasse fâcher à la maison. Il n'est pas du tout dans le coup. Allez. Voilà. Allez, merci à tous. Et puis rendez-vous à l'espace des Carmes. Donc pour la partie repas et puis retour tout à l'heure dans cette même salle.